commencer. S'il vous plaît, la conférence passe ici. Hein. Monsieur. Nous allons commencer. Nos excuses pour ce léger retard. Nous vous remercions d'être venus. Mais cette conférence de presse concerne le gardé à vue au B2 de notre client Nicolas Nguema. Et aussi en passant, je me donnerai cette obligation de vous parler également sur ce qui se passe à propos de Maître Ange Kevin en sa qualité d'avocat. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'avocat. Nous allons en parler parce que il a été constitué comme avocat dans le cadre de la vente d'un matériel, c'est une bâche, je crois, au groupement Centulo Sericom. Maître Ange était chargé de gérer cette question, que d'ailleurs il avait demandé le service d'un notaire de la place. Et comme vous ne le savez pas malheureusement, mon confrère Ange Kevin Zibou il y a eu un soit transmis du procureur de la République donnant l'ordre au B2 d'entendre mon jeune confrère dans cette affaire. Alors que nous savons que l'avocat est protégé par une loi, la loi des avocats, en l'occurrence par l'article 69 de notre loi. L'article 69 de notre loi dit expressément ceci, alinéa 1, le secret professionnel de l'avocat a un caractère absolu. Donc, et c'est ce que je me souviens à l'époque où j'étais le maître de stage de mon jeune confrère, je lui ai transmis ce que j'avais reçu de mon maître de stage, maître Isnari Koubou, deux Français, qui m'ont formé. Et quand maître Kevin et les autres stagiaires sont venus dans mon cabinet, je me suis attelé à faire comprendre à mes avocats stagiaires, en tant que maître de stage, ce que c'est que le secret professionnel. Et notre loi est claire. L'article 1 dit que le secret professionnel de l'avocat a un caractère absolu. Lorsque mon jeune confrère est venu me voir pour me constituer dans cette affaire où il est convoqué, je suis également l'avocat de Nicolas Nguema, il s'est mis à vouloir m'expliquer
ses confidences avec son client, le représentant du groupement, M. Nicolas. Sur le champ, je lui ai dit de se taire. Et je lui ai dit, ce n'est pas ce que je t'ai appris. Ce que je t'ai appris, les confidences entre toi et un client, c'est vous deux. Même sous la torture, il doit protéger la confidence. Et il a voulu insister pour aller même, pour répondre présent à la convocation. Il a été reçu par le bâtonnier. Le bâtonnier est en train d'examiner attentivement cette question parce qu'il a été convoqué. Et nous pensons qu'il va être arrêté. Il va être gardé à vue, certainement arrêté. Parce qu'il ne dira rien. Il ne révélera jamais, comme je lui ai appris, les confidences qu'il a reçues de la part de son avocat, de son client. Donc vous allez vous attendre à une chose, à l'arrestation de mon jeune confrère, mon ancien stagiaire. Et j'ai été clair avec lui. Même le bâtonnier ne peut pas lever cette interdiction. Sauf le client lui-même, sauf M. Ndema, qui peut révéler les confidences qu'il a eu à donner à son avocat. Sauf lui. Donc, même si le client demandait à mon confrère de livrer ses confidences, il ne doit pas le faire. S'il le fait, notre loi, je l'ai dit, l'article 69, le dernier alinéa dit exactement ceci, le troisième alinéa, non, le quatrième. 1, 2, 3, 4, le cinquième alinéa. On dit toute atteinte à la confidentialité de la correspondance et au secret professionnel de l'avocat, notamment au secret de l'instruction par la communication ou la divulgation de documents, pièces ou lettres concernant une procédure en cours constitue une faute disciplinaire grave, sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel ou la violation du secret de la correspondance. C'est tout à fait clair. Nos clients doivent être protégés. Nous sommes comme ces prêtres, ces abbés qui reçoivent un chrétien au confessionnal. Et le chrétien lui livre tout. Et lui, il prend ses secrets, va livrer ses secrets à la police. Je le répète, mon jeune confrère est là, sur cette question, j'ai été clair avec lui quand j'étais de la vieille école, c'est vrai, quand il était mon stagiaire. Et quand il est venu me voir, puisqu'il a été convoqué, je lui ai demandé d'accepter d'aller en prison. Il doit protéger son client et ne rien dire. Même à moi, aujourd'hui je suis son avocat, même à moi, qui suis son avocat, il ne peut rien me dire. C'est pourquoi en général, nous les avocats, lorsque nous mourons, on nous enterre front à même le sol, la bouche à même le sol, nos deux mains à même le sol, même nos pieds à même le sol. Pourquoi? Parce que, quels que soient les mystiques
qui peut venir travailler sur notre corps, nous ne pourrions plus parler. C'est pourquoi nous enterre comme cela. Nous avons beaucoup de secrets. Et j'espère qu'il a compris. Je vais lui donner la parole pour vous parler encore de toute cette affaire. J'espère que cette affaire n'est pas politique. Le B2 m'a dit que ce n'est pas politique. Mais si ce n'est pas politique, qu'est-ce qu'on attend pour libérer Nicolas Nguema, puisque les délais de garde à vue, etc., sont largement dépassés? Pourquoi veut-on entendre mon jeune confrère, soi-disant, ils sont dans le même groupe? Votre groupe là, ça s'appelle comment? PAG ou quoi? Voilà. J'en ai terminé. J'espère qu'il sera plus clair que moi. Merci, maître. Je vous remercie déjà de votre présence à cette conférence de presse. Comme vous le savez, le 4 décembre 2020, Nicolas Nguema on va aller vite parce qu'ils sont tous emmenés Nicolas au parquet. Donc le 4 décembre 2020, Nicolas Nguema a été interpellé par des agents du B2, la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, pour des raisons que tout le monde ignorait. Le 4 décembre, c'était un vendredi, donc lundi, lorsqu'on le rencontre, avec M. Mbembe, enfin, on aurait dû le rencontrer déjà depuis le samedi. Parce que vous savez que lorsqu'on respecte les droits, en réalité, à partir du moment où vous garde à vue, vous avez accès à votre avocat, peu importe l'heure. C'est l'avocat qui doit pouvoir dire à minuit, je ne peux pas me déplacer, mais dès qu'on vous garde à vue, c'est le premier temps que vous avez. Alors, nous sommes dans un pays où on vous garde à vue à vendredi, on vous dit que vous ne pouvez voir votre client que lundi. Donc, lundi, nous sommes allés le rencontrer et il nous dit qu'il est arrêté pour la détention, le détournement de la barge appartenant à Sontulo, groupement Sontulo. Parce qu'on l'accuse d'avoir vendu un bien saisi. Donc il est présenté au parquet le mercredi 9 décembre. Et curieusement, il est renvoyé dans les geôles du B2 ce même jour pour prétendument le représenter le vendredi 11 décembre. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle était la raison pour laquelle il y avait autant de violations de la procédure, dans la mesure où, vous le savez, la garde à vue c'est 48 heures, renouvelable une fois dans 48 heures. Donc, au pire des cas, il faisait 4 jours en garde à vue. Ça fait 11 jours aujourd'hui que Nicolas est en garde à vue. Enfin, là, il a encore des fureurs au parquet, donc on saura la suite tout à l'heure. Il fallait revenir sur les faits pour se dire, nous avons laissé un temps passer, nous disons que c'est une procédure ordinaire, c'est pas la peine qu'on fasse du boulot là-dessus, puisque Nicolas, qui est un citoyen comme tous les autres, peut être entendu par les unités de police judiciaire, mais au fil du temps et au fil du déroulement de la procédure, nous sommes rendus compte que ce n'était pas une procédure comme les autres. Ils ont commencé par l'accuser d'avoir détourné un bien saisi. Il faut se dire que Nicolas était porteur d'affaires mandataire du groupement Sontulo. Il a un mandat clair, écrit, que vous pouvez vérifier de vos yeux si vous voulez tout à l'heure, qui l'autorisait à porter certaines affaires pour le compte du groupement Sontulo. Dans le cadre de ces affaires, la première chose à faire, c'était de vendre la barge qui se trouvait à Congo. Cette vente s'est faite par moi en tant qu'avocat du groupement Sontulo, représentant le groupement Sontulo auprès des notaires. Alors, nous sommes allés devant le notaire qui a commis tous les actes.
parce que le notaire a une obligation de vérification et le notaire est responsable des actes qu'il pose. En réalité, quand vous avez un acte qui est un acte authentique et dans la hiérarchie des valeurs en droit, l'acte authentique, c'est l'acte le plus sécurisé qui puisse exister. Et donc, lorsque le notaire émet un acte authentique, personne ne doit en douter. Dans le respect de l'état de droit, personne ne doit en douter. Parce qu'il fait les vérifications qu'il faut. Et si le notaire commet un acte et que cet acte a un problème, c'est le notaire seul qui en répond. En droit, c'est comme ça. Et on s'est demandé ce que Nicolas faisait en garde à vue alors qu'il n'était ni co-signataire, ni notaire. C'est-à-dire que si on parle de détournement de barge saisie, la question qu'on se pose, est-ce qu'il était gardien de cette chose-là pour le détourner? Parce que pour détourner un bien, il faut en être le gardien. Si on estime que, malgré le fait qu'il y ait un gardien, il ait trompé le gardien, donc à ce moment-là, on vous poursuit pour vol, puisque par définition, l'élément essentiel du détournement, c'est le fait qu'on vous ait remis une chose et que vous l'ayez utilisée pour une destination contraire à celle pour laquelle on vous a remise. Donc face à toutes ces incohérences-là, nous nous sommes dit qu'il fallait remonter dans le fil de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Le groupement Sanchulo a des entreprises, a des engins ici, y compris la barge, qui n'ont jamais été saisis de manière ordinaire par l'État gabonais. Il existe une ordonnance du juge du président du tribunal de commerce. Ordonnance portant autorisation de pratiquer saisie conservatoire de biens meubles corporels. Le titre est lui-même évocateur. Ordonnance portant autorisation de pratiquer saisie conservatoire de biens meubles corporels. Donc, le juge ordonne la saisie des biens meubles corporels. La procédure voudrait que, et là le code OADA est clair, lorsque vous êtes muni de ce document-là, vous allez voir un huissier de justice qui est un agent d'exécution. L'huissier de justice, muni de ce document-là, va vers la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue et lui explique que monsieur, déclinez-nous vos biens, dites-nous ce qui vous appartient, ce qui ne nous appartient pas, parce qu'on ne peut pas saisir des biens qui n'appartiennent pas. Et vous allez dire, ce micro m'appartient, ok, sachez à partir de maintenant que ce micro est saisi et je vous désigne, vous gardien de la chose saisie. C'est à partir de ce moment-là, quand cette opération est faite, que la saisie est pratiquée. Parce que lorsque vous allez voir un juge et qu'il vous délivre une ordonnance autorisant la saisie, cette ordonnance-là, vous n'en avez pas connaissance. Vous n'avez connaissance de l'ordonnance que le jour où la saisie est pratiquée. Et l'ordonnance en elle-même n'est pas une saisie. Avec beaucoup de difficultés, nous avons pu l'expliquer aussi bien au directeur du B2 qu'au procureur de la République, puisque Maître Membe a commis des observations de garde à vue dans lesquelles on disait tous ces détails-là. Donc, dans le cadre de l'ordonnance ordinaire, la saisie ordinaire, c'est comme ça que ça se passe. Mais si par extraordinaire, on considérait que la barge, ou que cette ordonnance-là saisissait tous les biens qui existent, pour les Sanchulo, il s'agit bien des meubles corporels, c'est écrit. Or, un navire, on nous apprend ça en première année de droit. Un navire, c'est un bien immeuble par nature, meuble par destination, parce qu'il est amené à bouger. Et en raison de sa nature, il obéit à une procédure de saisie particulière, donc qui sort de cette ordonnance, même si elle avait été régulière. Et vous avez un code de la marine marchande qui existe, dans lequel on vous donne la procédure de saisie. On vous dit que pour saisir un bien, un navire, il faut d'abord en référer à l'autorité maritime compétente. Il faut inscrire sur le registre de la marine marchande, pardon. Il faut inscrire sur le registre de l'immatriculation. Donc tous ces documents-là, toutes ces administrations-là doivent être informées
en fait de la saisie pratiquée. Avant d'opérer la vente, aussi bien moi que le notaire, nous avons vérifié dans les différents registres, il n'en était rien. C'est d'autant plus vrai que on a donné, après la vente, un certificat d'immatriculation que vous pouvez vérifier. Un nouveau certificat d'immatriculation. Or, vous avez une disposition du Code maritime qui vous dit que le registre d'immatriculation est informé d'une quelconque saisie. C'est-à-dire que si vous avez un navire immatriculé, à côté de l'immatriculation, on précise qu'il est saisi pour que si on veut l'immatriculer à nouveau, si on le vend, parce que le but de la saisie c'est de ne pas vendre, si on le vend, on vous dit stop, ce sera possible puisque c'est saisi. Si l'administration vous délivre une nouvelle immatriculation, c'est que l'administration sait que le bien n'est pas saisi, c'est logique. Lorsqu'on a expliqué tout ça aux autorités de poursuite, elles ont compris que c'était difficile quand même qu'on ne mette pas en garde à vue le directeur de la marine marchande, qu'on ne mette pas en garde à vue le notaire, qu'on ne mette pas en garde à vue le directeur du port, qu'on ne mette pas en garde à vue le commandant en chef de la gendarmerie, et que le seul qu'on puisse mettre en garde à vue, c'est Nicolas Nguema. Je vous dis pourquoi je parle du commandant en chef de la gendarmerie. Parce que lorsque la vente est effectuée, avant la vente, Nicolas se déplace et va voir le commandant de brigade du Congo pour lui demander pourquoi cette barge est sous leur surveillance. Il répond à la demande du directeur de Sericom, Santulo Sericom Gabon. Il dit ok, le PDG de Santulo Sericom Gabon me donne mandat de vérifier l'état de la barge. Est-ce qu'il n'y a pas de saisie? Parce que nous on pensait qu'il y avait une saisie. Il dit non, il n'y a pas de saisie. Il prend le dossier, il l'ouvre, il n'y a pas de saisie. Le jour de la vente du bien, j'écris moi, et vous pourrez le vérifier aussi parce que je suis obligé de trouver cela. J'écris moi au commandant en chef de la gendarmerie. Et ça lui est déposé le 24 novembre, la chef fait foi. J'écris au commandant en chef de la gendarmerie pour l'informer de ce que la barge qu'ils ont conservée pendant aussi longtemps est désormais vendue et que nous allons la donner à son nouveau propriétaire. Je le remercie par politesse pour tout le temps la surveillance qu'il a eue sur cette barge. Si on avait volé à ce moment, le 25 novembre, le commandant en chef de la gendarmerie m'aurait pris. Et je ne sais pas quel genre de voleur nous sommes pour écrire à une personne qui garde la chose qu'on voit pour dire excusez-nous, nous sommes en train de voler. Donc à partir de ce moment-là, toute l'administration savait parfaitement que le bien n'était pas saisi. Sauf que c'est embêtant. Peut-être qu'on a dit à tout le monde au sommet que le bien est saisi et là on est bloqué. Lorsque le procureur de la République et le commandant du B2, colonel encore, sera général, du B2 est au courant de ce que juridiquement il est impossible de tenir sur la question de la saisie, on décide de retourner l'acheteur. Désormais, c'est l'acheteur qui se constitue partie civile et qui dépose une plainte contre M. Nicolas Nguema, contre moi et contre toutes les personnes, en dehors du notaire, bien sûr, contre Nicolas Nguema, contre moi et contre 2 collaborateurs de Nicolas Nguema. Pour escroquerie. En disant qu'on l'a trompé, c'est-à-dire que on l'a trompé, on a utilisé des manœuvres de lesive pour l'amener à acheter un bien qui a des problèmes. Mais il ne dit pas dans sa plainte le problème que le bien a. Et désormais, le parquet décide que la poursuite de Nicolas repose sur cette plainte-là. La plainte, elle a été faite le 9. Elle a été enregistrée au parquet le 9 décembre 2020. Nicolas Nguema a été arrêté le 4 décembre 2020. Vous pouvez m'expliquer de manière logique comment on peut arrêter quelqu'un le 4 sur une plainte qui a été faite le 9. Puisque désormais on dit, il est arrêté, c'est un citoyen normal, on peut porter plainte contre lui. Donc on porte plainte contre lui le 9. Mais comme on a un don de vision très accéléré, on peut savoir depuis le 4 que le 9 il y aura une plainte et après arrêtons la personne le 4. Puisque aujourd'hui on ne vous parle plus de détournement de biens saisis. On vous dit, non, monsieur Nicolas Nguema
et ici, sur la base d'une plainte. Parce que j'ai dû la voir. J'ai eu la plainte pour la bonne et simple raison que, en écrivant bâtonnier pour demander ma mise à disposition pour le B2, le procureur était obligé d'envoyer une copie de la plainte que j'étais obligé de lire. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui en garde à vue de manière arbitraire, sur la base d'une plainte qui a fait 4 jours après sa garde à vue. Il faut trouver le vrai problème qui a justifié d'abord l'arrestation de Nicolas Nguema. Comme vous l'avez compris, la vente s'est faite de manière parfaite, ordinaire, régulière. C'est un acte de vente authentique. Et nous sommes le seul État où l'État gabonais lui-même peut bousculer un acte authentique. Parce que vous savez que les notaires sont des officiers ministériels. Et en fait, c'est le gouvernement qui s'engage lorsqu'un acte est fait par un notaire, puisque leur profession est validée par le gouvernement. La réalité est ailleurs. Lorsque nous avons fini de faire cette vente-là, Madame Sanchulo, qui gère en ce moment l'entreprise groupement Sanchulo Sericom, a demandé à M. Nguema de faire un peu l'inventaire de l'ensemble des biens qu'il y a, des biens roulants qu'il y a au Gabon. Il a commencé à faire ce travail-là. Il a vérifié tous les engins où ils se trouvaient, dans quel état ils se trouvaient, pour qu'enfin, on éponge la partie de dette qui est avec l'État et qu'elle régularise sa situation ici. S'il faut fermer, il faut fermer, mais s'il faut payer des gens, il faut payer des gens. S'il faut vendre du matériel, on vend le matériel qui peut être vendu. En faisant ce travail-là, M. Nguema est tombé sur un grand vol. Il a découvert que du matériel qui était gardé, censé être gardé du groupement Sanchulo a été volé. Alors, puisque Centraffaire a un grand parc qu'il louait à Sanchulo, donc à Centraffaire, il était parqué plusieurs engins. Et on a constaté par voie d'huissier qu'un chargeur de marque Caterpillar, un bulldozer, une niveleuse, un chargeur type ZL, une tractopelle, 2 excavateurs, un compacteur ont été soustraits, vendus. Et Nicolas a découvert où ça se trouvait. Simplement que dans le constat d'huissier, l'huissier vérifie la personne qui était en charge physique du matériel. Il s'appelait M. Jacqueline Maxime, directeur logistique. Il explique: je suis responsable de cet entrepôt depuis 2 ans et lorsque je suis arrivé ici, j'ai trouvé les engins de la société Sericom. Le jour de la soustraction de certains de leurs engins, j'étais présent et j'ai appelé ma direction, en l'occurrence M. Olivier Vesmar. Ce dernier m'a demandé de ne pas m'en occuper et que les engins pouvaient sortir et qu'il ne fallait même pas que je prenne des photos. Donc ce M. Olivier Vesmar est contacté par Nicolas Nguema pour voir un peu comment il peut rentrer en possession, rentrer en contact avec lui pour savoir quel était l'état des engins. Et par indiscrétion, M. Vesmar savait que M. Nicolas Nguema était en possession des procès-verbaux qui constatent les détournements qui ont été faits. Vincent Vesmar, c'est le directeur adjoint de Centraffaire. Et qu'il était prêt à engager des procédures contre lui. Et comme par hasard, il demande à Nicolas de lui faire transmettre le mandat qu'il a. Il lui transmet le mandat à 10h, à 12h, Nicolas Nguema est arrêté. Parce que le lundi, il était prévu qu'il dépose sa plainte. À 12h, comme par hasard, il est arrêté. Et j'ai oublié un détail, c'est qu'il est arrêté à la base pour faux documents, c'est-à-dire le mandat, le mandat qu'il a de Mme Sanchulo était prétendument faux. Donc en disant ce mandat-là est faux, regardez, il est faux, il faut qu'on vérifie, la signature n'est pas bonne. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas experts en signature, qui vous disent la signature n'est pas pareille que sur l'autre document. Et après, parce qu'il se croit malin, M. Vesmar écrit à Mme Sanchulo pour lui demander: est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez vraiment mandaté M. Nicolas Nguema pour l'inventaire et tout le reste? Mme Sanchulo lui répond: mais par mail, parce que j'ai tous ces mails-là. Mais je vous l'ai dit par SMS déjà que M. Nicolas Nguema est mon mandataire. Donc je ne comprends pas pourquoi vous m'envoyez ce mail-là.
Tout ça, c'était parce qu'il fallait le garder et le cuisiner au fur et à mesure pour trouver quelque chose pour le garder à vue. Et trouver finalement un complice dans cette détention. Ils l'ont trouvé. Je sais que le maître ne veut pas que j'en parle, mais ils l'ont trouvé, c'est le politique. Puisque, qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un qui est poursuivi, soit pour vol, soit pour détournement, soit pour faux documents, quel est le lien entre toutes ces infractions-là et appel à agir? Qu'est-ce qui justifie que lorsque moi, je suis entendu sur une infraction de droit commun, on me demande quelle relation j'entretiens moi avec les autres d'appel à agir? Qu'est-ce qui justifie que lorsqu'on m'interroge sur une infraction de droit commun, on me demande quels sont mes ressorts avec appel à agir? Quelle est la relation qu'il peut y avoir entre une infraction de droit commun et un engagement politique? Enfin, je fouille le code et je vous dis depuis quelques jours, je n'arrive pas à trouver l'article qui permet cette conjonction-là. Qu'est-ce qui justifie qu'une personne qui est poursuivie pour une infraction de droit commun soit détenue au-delà des délais de garde à vue normaux? On dit 48 heures, ça fait plus de 10 jours qu'il est en garde à vue. Comment ne pas considérer qu'une personne qui est engagée en politique, qui est irréversiblement portée contre le pouvoir en place, soit arrêtée alors qu'il n'y a pas d'infraction et considérer que c'est une arrestation politique? D'autant qu'on lui pose des questions en rapport avec la politique. Comment justifier que un officier de police judiciaire, ça c'est un élément que j'oublie souvent d'évoquer, vous savez, la police judiciaire, elle est là pour constater les infractions, trouver les auteurs et rassembler les preuves. Je dis bien constater les infractions, elle ne cherche pas les infractions, elle les constate. Donc l'infraction doit exister avant qu'elle n'agisse. Elle ne fait pas un travail préventif. Là, c'est la police administrative qui le fait. La police judiciaire constate l'infraction. Donc, on ne peut pas vous arrêter, ensuite vous demander est-ce que vous avez commis une infraction? Non, non, non. L'infraction existait déjà au moment où on vous arrête. Alors, vous avez deux situations. Une situation où il est établi par procès verbal d'huissier qu'un monsieur Olivier Vesmar est manifestement complice d'un vol, donc d'un détournement, puisque en l'occurrence les biens sont là-bas. Ils disent non, ça ne veut pas entendre. Ça on ne veut pas entendre. Et c'est important parce que ces engins-là, ils sont encore sous douane, donc l'État a un intérêt dedans. Ils disent non, ça on ne veut pas entendre. Nous, c'est vous qu'on cherche. Vous avez une infraction qui est constatée, vous dites non, on ne veut pas de ça. On cherche autre chose chez nous. Qu'est-ce qui justifie que, en l'absence de toute infraction, parce que tous les éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure ne révèlent aucune infraction, aussi bien le colonel du B2 que le procureur de la République décide d'engager la responsabilité pénale d'un avocat. Parce que tout ce que je vous ai dit là, ça relève du public, c'est vérifiable. Donc, on n'a pas besoin de m'entendre, en réalité, pour avoir ces informations-là. Pour savoir si l'objet est saisi ou pas, il suffit d'aller à la marine marchande, il suffit d'aller demander au commandant en chef de la gendarmerie pourquoi garder le bien et tout le reste. Nicolas, il a déjà été entendu. Quel intérêt pour eux d'entendre un avocat? Il y a un intérêt, il appelle à agir aussi. Comment ne pas considérer que tout ça est politique? Comment estimer que le procureur de la République dise, sans rire, au bâtonnier, que votre confrère tel va être entendu au B2, alors que la loi sur les avocats interdit toute audition dans les unités de police judiciaire d'un avocat. La loi sur les avocats prévoit qu'un avocat ne peut être entendu que par un juge. C'est écrit noir sur blanc. Je pense que l'article 84 du code, l'article 71 pardon, de la loi sur les avocats. Un avocat, merci, pour vous dire, toute poursuite contre l'avocat suspecté d'une infraction ne peut être engagée par la voie d'une citation directe. Toute poursuite judiciaire contre l'avocat suspecté d'une infraction doit faire l'objet d'une information confiée au premier juge d'instruction du ressort. Donc il n'y a que le doyen des juges qui peut entendre un avocat. Mais le procureur de la République a le courage d'écrire en violation de la loi pour bâtonner pour dire votre confrère va être entendu au B2.
C'est-à-dire qu'il a le courage de laisser trace d'une violation manifeste de la loi. Quand le procureur peut faire ça, comment ne pas considérer que c'est une affaire politique? Comment considérer que de manière ordinaire, celui qui est censé faire respecter la loi garde une personne pendant plus de 10 jours à vue de manière irrégulière? Cette personne-là, c'est une personne politique. Cette personne-là a comme camarade politique un avocat qui aussi est présenté devant la même autorité, c'est-à-dire le B2, de manière irrégulière. Et comment ne pas nous considérer que c'est de la politique? Ah, j'oublie les détails. Lorsque j'ai encore le détail du B2, il me dit, mais vous aussi faites ça un peu de manière fine, quoi. Comment vous êtes appelé à agir? Nicolas Nguema appelle à agir. Et, comme par hasard, vous avez un même client, Santulo. Finalement, est-ce que ce n'est pas Santulo qui finance appel à agir? Bon, vous connaissez appel à agir. Vous n'avez jamais vu qu'on fait les dons comme le PDG? Nous, on fait des lives, on réfléchit, c'est peut-être rare, et on discute. Est-ce qu'on a besoin d'être financé pour réfléchir? Moi, je leur demande, me choisissez. Quand je commençais à défendre Brice Lacuche-Alianga, on a dit, ah, il défend Brice Lacuche-Alianga parce que c'est il finance appel à agir. Donc vous choisissez, soit c'est Brice qui finance, soit c'est Santulo qui finance. Donc, il était important pour nous de tenir l'opinion nationale et internationale de ces faits-là, parce qu'au départ, si on commençait à communiquer, on voulait savoir exactement ce qu'ils avaient dans leur poche. Il n'y a rien. Et on cherche tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait, on garde quelqu'un dans des conditions de garde à vue, puisque vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas sortir, alors que manifestement, il n'y a aucune infraction qui peut lui être reprochée. Et on lui explique que tant que son avocat ne le retrouve pas, il ne sort pas. Je ne peux pas rester plus longtemps malheureusement dans la mesure où on est en train de le déférer. Il faut qu'on sache le sort qui lui est réservé. Et rien ne peut m'étonner. Rien ne peut m'étonner parce que juridiquement, rien ne justifie que Nicolas Nguema ait été arrêté. Si par extraordinaire, il y avait une infraction relative à la vente de la barge, il y a deux parties dans une vente, le vendeur et l'acheteur. Le vendeur, en l'occurrence, c'est le groupement Santulo. En l'occurrence, il est représenté par son avocat, c'était moi. L'acheteur, c'est le chinois. Et en réalité, Nicolas Nguema n'est pas dans l'acte de vente. Et donc, pourquoi il est arrêté? Il n'y a aucune logique à cette arrestation. Il n'y a aucune logique à la procédure engagée. Il n'y a aucune logique à la procédure qui va suivre, c'est-à-dire cette demande d'arrestation. La seule logique, c'est la politique. Il n'y a rien qui justifie qu'une personne qui soit gardée à vue pendant 48 heures soit maintenue, sans la visite de son avocat. On a pu le voir 2 fois et après plus possible. On peut me dire, mais oui, parce que le directeur du B2 me l'a aussi dit. Bon, j'ai répondu sur place, mais je peux vous partager cette autre confidence. Il m'a dit, vous pensez que Nicolas Nguema, c'est pas un citoyen comme les autres. On ne peut pas l'entendre. Si, on peut l'entendre. Mais ce n'est pas un citoyen en dessous des autres. On peut l'entendre dans le respect des règles. Personne ne respecte si vous dites, voici, on vous poursuit parce qu'on a telle suspicion. On pense qu'on doit vous garder à vue parce qu'il y a tel élément. Mais ce n'est même pas responsable qu'un homme politique, homme d'affaires, qui ne relève d'aucune espèce de délinquance, se retrouve en garde à vue au-delà des heures, au-delà des jours prévus par la loi, alors qu'il y a des citoyens lambda. Le Chinois, j'ai oublié le détail, le Chinois qui a acheté la barge a été aussi poursuivi à un moment, avant de laisser cette brèche-là, pour recel. Mais lui, qui est étranger, qui n'a pas de domicile, qui peut facilement s'exfiltrer, je veux dire, il était entendu puis relâché. Un Gabonais qui a pignon sur rue était entendu, gardé à vue.
entendu pardon aux heures indues. Ça, c'est pas de la justice. Ça, c'est de la politique. On ne va faire croire à personne que M. Nicolas Nguema est un délinquant. On ne fera croire à personne que M. Nicolas Nguema a voulu, en plus, s'amuser à détourner un bien saisi pour se mettre dans la gueule du loup. On ne va faire croire à personne que lui et moi avons été en complicité sur un bien qui concerne son Tchoulou, dont tout le monde peut parler, qui a une visibilité globale. Un bien, la barge de Congo, quand vous passez sur le pont de Congo, vous la voyez. Donc on va la voler, on va la détourner, juste parce qu'on a décidé de nous livrer au pouvoir. C'est pas crédible. Voilà. Donc nous voulions vous dire ça. Nous voulions vous expliquer les raisons pour lesquelles M. Nguema est en garde à vue, les raisons pour lesquelles vous allez peut-être venir me donner du café et du vin rouge à la présidence centrale de Libreville. Voilà. Donc, je ne sais pas si votre mandat peut s'ajouter. Sinon, on s'expose à vos questions. Est-ce qu'on entend quand? Moi, oui. Jamais. Il faut demander quand je serai présenté physiquement. Mais je ne serai jamais entendu parce que je ne répondrai jamais. Parce que vous voyez, je n'ai jamais participé au jeu truqué. Non pas que j'ai quelque chose à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher. C'est public et je n'ai rien à me reprocher. J'ai envie de dire, dans un état de droit, il faut respecter le minimum. Lorsque la loi prévoit que le secret, parce que c'est pas, je ne suis pas entendu là-bas pour des affaires personnelles. Je suis entendu là-bas, enfin, on veut m'entendre pour des actes que j'aurais prétendument commis dans l'exercice de mes fonctions. Or, la loi dit que mon secret professionnel, il est absolu. Absolu. Enfin, il faut encore qu'on confie le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire absolu. Il est absolu. Ça veut dire que je ne peux pas y déroger. Si je déroge, comme l'a dit M. tout à l'heure, je commets une infraction. Donc, on veut me poursuivre pour une infraction en me demandant de commettre une autre. Non, je ne vais pas leur donner le plaisir d'avoir des infractions. Il y aura une qui sera réelle, c'est la vérité professionnelle, et une putative, celle-là, je ne vais pas la laisser sur cette question-là. Donc, ce n'est pas une défiance. Hein. Je sais que ça peut donner le sentiment que c'est une défiance. Non, c'est un respect de la loi. Ce que certains sont incapables de faire, moi, je le fais avec beaucoup plus de tact. Donc, je ne serai pas entendu. Je ne dis pas que je ne serai pas arrêté. Bon, ils peuvent m'arrêter, même là en descendant. Mais je ne dirai rien, non pas parce que je cache quelque chose, je ne dirai rien parce que je respecte la position que je fais. J'ai envie de dire une chose, aussi bien le secret professionnel que les droits de la défense sont des principes à valeur constitutionnelle. Et ce n'est pas sur des légèretés qu'on peut marcher dessus. C'est-à-dire que si le juge, si le législateur, pardon, a prévu qu'un avocat ne peut être entendu que par le juge d'instruction, c'est parce qu'il voulait mettre une gravité à cette situation. Parce que, comme il faut protéger le droit de la défense, les droits de la défense sont incarnés par l'avocat, on ne peut pas accepter que chaque petit matin, il y ait une convocation d'un petit officier, d'un grand officier, le cas de l'un des deux, pour vous dire, venez répondre à ça, venez répondre à ça. On a encadré les choses pour que ce soit un juge qui le fasse, même dans le cadre des violations, des infractions ordinaires, que ce soit un juge qui le fasse. Ça, c'est respecter le droit de la défense. Et le secret professionnel étant ce qu'il est, on ne permet pas, on lui donne un caractère absolu. Donc on ne peut pas, moi je ne peux pas vous dire que j'irai un matin répondre à une convocation du B2. Que j'irai un matin répondre à une convocation de la PJ ou de la DGR. Peu importe l'unité de projet judiciaire. Moi je répondrai à une convocation du juge. Parce que c'est ce que la loi prévoit. Donc, et si je dois répondre, peu importe la forme, je ne peux pas violer le secret professionnel. Parce que tout ce qui doit être su sur ce dossier-là est su de tous, y compris de vous aujourd'hui. Voilà. Autre question. J'ajouterais, il y a voilà peut-être déjà plus de 2 mois, j'ai failli vivre ce que mon jeune confrère vit aujourd'hui. Lorsque par téléphone, la DGR me convoque. J'ai dit non, je n'irai pas. Ce sont des principes. Si maintenant on commence à convoquer des avocats parce qu'ils ont commis
des fautes. Mais nous, les avocats, nous n'avons que 2 juges. Il faudrait que les gens le comprennent. Nous n'avons que 2 juges. Le conseil de discipline, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre, pour subir une sanction disciplinaire, ce sont, le bâtonnier et le conseil de l'ordre, ce sont nos juges. Et le 2e juge, c'est le juge d'instruction. Pas n'importe lequel. On vous dit le doyen des juges d'instruction. Pourquoi le juge d'instruction? Parce que lorsqu'on parle du juge d'instruction, c'est le secret d'instruction. Donc on doit protéger la fonction de l'avocat. Et sur ce point, je suis carré. Et ce que j'ai dit à mon jeune confrère. Je suis carré. Je suis peut-être, je l'ai dit, je suis peut-être de la vieille école. J'ai toujours pensé que le Gabon est un état de droit. Dès lors que je pense ainsi, je me bats à faire en sorte que les tests qui existent, réglementaires et législatifs, doivent être respectés. Ce n'est pas parce que ces tests ne sont pas respectés que le Gabon n'est pas un état de droit. Ce sont les personnes qui foulent aux pieds les dispositions légales. Donc j'insiste dans cette affaire. J'ai des conseillers. Ils voulaient y aller à un moment donné. Je lui ai dit, c'est pas ce que je t'ai appris. Tu sors de mon école, si tu fais un faux pas, tout le monde dira que c'est Maître Mbembe parce que derrière lui, on me voit. S'il faut y aller, je t'accompagnerai. Nous irions ensemble. Et on nous mettra ensemble en prison. Parce que l'élève, s'il commet des fautes, c'est parce que son professeur était mauvais. Donc on doit d'abord commencer à punir le professeur. J'en ai terminé. Question Jules Bertrand Mekamba. Maître, je vous ai écouté attentivement. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que le B2 est devenu un commissariat de plus. Tu vois? Un commissariat de plus. C'est-à-dire? Puisqu'on amène généralement les gens au B2 depuis un certain temps pour des affaires, pour des infractions qui n'ont parfois rien à voir avec ce dont on a l'habitude. Non, le B2, il faut que vous compreniez, il joue parfois, le B2 joue, c'est pas que je prends la part du B2, hein. Ouais. Le B2 joue parfois le rôle de l'officier de police judiciaire. Voyez-vous? Ouais. Et la preuve, lorsque le B2 menant cette enquête constate qu'il n'y a rien, il vous relâche. Quelque part, on peut penser que le B2, c'est la police du gouvernement. On peut penser cela. Bon, les gens peuvent ergoter. Bon, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Vous voyez, je suis un avocat. Je ne suis pas un huissier de justice pour aller constater les actes que pose le B2. Pour moi, le B2 fait son travail. Maintenant, s'il fait son travail, après j'ai écrit au B2, en violant la loi, alors que nous sommes dans un état de droit, je dénonce. J'ai écrit au directeur pour dénoncer certaines choses. Aujourd'hui, mon client, puisque Maître Angessi est le client dans le cadre de la vente du bien appartenant à son tulot. Mais il est quand même curieux. Vous savez, l'intérêt de ces retrouvailles aujourd'hui, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi? Il arrive parfois qu'on trompe l'État. Il arrive parfois qu'on trompe le gouvernement. Je crois que grâce à cette rencontre de ce matin, le gouvernement
est éclairé. L'État gabonais est éclairé. L'État gabonais doit comprendre que ses agents, c'est-à-dire que ceux qui gèrent les biens de l'État, ou bien ceux qui disent à l'État que nous avons acheté tel bien, ou encore nous avons saisi tel bien, mais ils ne disent pas à l'État qu'en saisissant, ils n'ont pas dénoncé la saisie, c'est-à-dire que notifier la saisie à Santulo ou à Nguema. Et grâce à cette conférence, nous avons voulu le faire parce que nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et grâce à cette conférence, je crois que le gouvernement, l'État gabonais, les responsables politiques qui gèrent le Gabon ont compris. Si maintenant, comme a dit mon jeune confrère, si maintenant les règles de droit ne sont pas respectées, nous penserons que c'est un coup politique. Nous penserons, ils prouveront que là, ils posent un acte politique en s'emparant de notre justice, en utilisant notre justice. J'en ai discuté avec le procureur sur cette question. Et le procureur m'a répondu clairement, mais il y a une plainte. À partir de ce moment, il y a une plainte, mais est-ce que, parce qu'il y a une plainte, que cette plainte est fondée en droit? Chacun de nous peut se lever un bon matin et écrire au procureur, porter plainte. Vous n'avez jamais vu une partie civile perdre le procès et ensuite être poursuivi pour dénonciation calomnieuse? Une plainte ne signifie pas que vous avez raison. Nous allons voir, nous allons courir, nous allons continuer notre métier, mais à un moment donné, je continue à être ton père professionnel. J'ai été à un moment donné, mais j'ai l'impression que les gens disent que tu ressembles à ton maître, c'est bien moi. Et les gens me reprochent, disent comment tu as pu faire naître un garçon comme Ange. Il te ressemble en tout et pour tout. Et je réponds, mais parce que quand il était avec moi, je n'ai enfermé nulle part sa liberté de penser. Il est libre et il fait bien son travail. Soyez prêts néanmoins. Là, je vais terminer. Soyez prêts parce que vous les journalistes, parfois, vous faites bien votre travail. Je sais. Mais nous vous avons dit tout à l'heure que Ange à tout moment peut être arrêté. J'espère que vous serez là. Accompagner Ange jusqu'à la maison d'arrêt. Écrire, prendre des photos, c'est-à-dire faire entendre ce que nous avons dit aujourd'hui. Je suis venu ici pour Ange. En général, je n'aime pas faire ce que je fais là. Dans un hôtel, j'aime faire ça plutôt dans mon cabinet. Donc, je vous lance un appel solennel. Protégez cet avocat. Protégez notre profession. J'espère que vous m'avez compris. On sera là. Merci. C'est une promesse. Hein? On vous remercie. On a plus de questions malheureusement parce qu'il faut qu'on aille. Nicolas est déjà au parquet. Donc, il doit